Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui s'est passé hier. Alors oui, on va parler de tout ça, il s'est passé hier une correction énorme du Nasdaq et du S&P 500, globalement de l'économie américaine, beaucoup d'incertitudes sur cette partie-là. On a aussi au loin et au fond une peur d'une rémanescence du Covid avec une nouvelle forme de Covid en Chine qui est en train d'apparaître, il y a une peur très forte qui est en train de se mettre en place, et ensuite on va avoir le hack de Bybit, et oui, énorme hack, 1,4 milliard de dollars en Ethereum, qui ont été subtilisés à Bybit, avec un très gros hack, c'est le plus gros hack qui ait jamais existé. Bybit va bien, en tout cas au vu de la communication qu'ils ont, au vu des sorties monétaires qu'ils ont pu avoir, bref, a priori il n'y a pas beaucoup de problématiques de ce côté-là. Néanmoins, on va se poser des questions. Ces questions qui sont, est-ce que toutes ces mauvaises nouvelles ne sont pas des signes d'un début de bear market? Est-ce qu'il y aura vraiment un bull run? Je sais que c'est une question que vous me posez très régulièrement. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de capituler, et je pense que c'est un bon moment de faire un état des lieux sur la macroéconomie avec la clôture de cette dernière semaine, avant la dernière semaine de février, donc clôture qui était importante sur la macro, sur BTC, on va revenir sur tout ça, et vous allez voir qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui passent malheureusement un peu inaperçues, et qui nous montrent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer. Je pense qu'on va commencer par, ici, le hack, 1,46 milliard de dollars qui ont été volés directement à Bybit. C'est un des cold wallets qui a été hacké, cold wallet qui détenait que de l'Ether. Et oui, Lazarus, donc qui est le groupe de hackers derrière ça, un groupe de hackers assez connu qui était derrière le hack de Ronin, enfin globalement des grosses plateformes et des plus gros hacks, qui est un groupe nord-coréen qui permet de financer la Corée du Nord, et devenu le plus gros propriétaire du nombre d'Ether devant tous les gros holders. Bon, ça va pas durer, tant qu'ils sont en train de vendre petit à petit leurs Ethers pour transformer en quoi? En Bitcoin. Mais du coup, comment ce hack a eu lieu? Alors, on commence à avoir des informations petit à petit, mais c'est toujours le même principe. Alors, on va juste préciser cold wallet, qu'est-ce que c'est? C'est un wallet qui n'est pas utilisé souvent, d'où la notion de cold, froid, pour dire qu'on l'utilise très peu. Et plus on l'utilise, on passe de warm, enfin de cold à warm, à hot, donc sous-entendu, on le réchauffe, plus on l'utilise. Et donc c'est un cold wallet qui est très peu utilisé, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un multisig, mais ça n'empêche qu'il y a eu une erreur de manipulation humaine qui a entraîné ce hack, et c'est comme d'habitude, c'est toujours le vecteur humain qui pose problème en ce moment, sur tous les différents hacks, à part ceux où il y a eu vraiment des failles de sécurité, beaucoup dans les bridges, mais c'est plus le cas, et surtout pour des cold wallets comme ça, c'est généralement des failles humaines qui a lieu. Bref, c'est juste un cold wallet qui a eu lieu, 1,4 milliard de dollars, ça fait mal, mais a priori ça se passe plutôt bien, parce que on a vraiment une grosse communication au niveau de Bybit, et on pourrait dire merci d'un autre côté à la réglementation française qui nous a bloqué les accès à Bybit, parce que sinon il y aurait eu beaucoup plus de peur au niveau français. Là c'est pas le cas, c'est beaucoup nos amis belges et nos amis suisses qui ont été plutôt apeurés, alors impactés non pas forcément. Je vous ai fait une vidéo hier pour traiter vraiment de la situation, mais ce qui est intéressant de cette représentation, c'est deux choses. C'est un, le moment où ça arrive, on va aller le voir tout à l'heure quand on parlera de Bitcoin. Deux, la façon dans laquelle c'est arrivé. Et trois, la discussion que ça engrange. Cette discussion, elle est la représentation de est-ce qu'on devrait faire un hard fork d'Ethereum pour protéger le nombre d'Ethers qui ont été volés. Nombre d'Ethers qui est juste colossal. Et c'est une représentation de ce qui avait eu lieu en 2021, où justement il y avait eu un hard fork pour revenir en arrière sur un hack énorme. Maintenant, quel est l'impact d'avoir ce hard fork? Personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire, je pense que non, on ne doit pas faire un hard fork juste pour pouvoir bloquer ces nombres d'Ethers qui sont importants certes, mais qui restent quand même plutôt faibles, même si ça peut avoir un gros impact sur le prix, ce sera temporaire. Par contre, la réflexion est plus générale, c'est quelle est la place d'Ethereum par rapport à ce type d'activité et à la notion d'OFAC compliant. OFAC, c'est les éventuelles sanctions que l'on peut retrouver au niveau des USA par rapport à l'utilisation de la blockchain et de la crypto-monnaie. Est-ce qu'on peut considérer que de cette façon, on aurait Ethereum qui financerait de façon totalement illicite, on est d'accord, et de façon totalement fortuite, le groupe Lazarus,
ça pourrait arriver jusque-là. Et donc, on se pose la question générale d'avoir une centralisation autour d'Ethereum. Le fait de faire cette décision pour cette représentation, est-ce que ce ne serait pas une centralisation d'Ethereum? Est-ce que ce serait pas à la fin de la notion portée très forte par Vitalik Buterin de décentralisation, notion qu'il est revenu en arrière en 2016 en faisant le hard fork. Alors, j'ai pas forcément parlé de 2016 et du hack de The DAO parce que c'est pas le sujet, mais le sujet qui est beaucoup plus fort, c'est la représentation d'Ethereum par rapport à une forme de centralisation et un contrôle étatique, et le poids des sanctions légales que l'on pourra avoir au niveau des USA par rapport à Ether. Ça pose beaucoup de questions, et c'est la communauté qui se pose la question, et ce n'est absolument pas Ethereum en eux-mêmes, d'accord? Ce n'est pas la fondation, ce n'est pas Vitalik Buterin, ce n'est pas les personnes qui développent Ether. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce sont ces personnes-là qui doivent décider, oui ou non, s'il y a un hard fork? La discussion est beaucoup plus compliquée, et je pense que ça fait naître d'autres réflexions, mais encore une fois, c'est un nuage de fumée. C'est un nuage de fumée qui ne sert à rien, qui crée beaucoup plus de peur et d'incompréhension plutôt qu'autre chose, et pour moi, on devrait juste dissiper ce nuage de fumée et passer à autre chose tout simplement. Oui, il y a eu un hack, il y a eu déjà une multitude de hacks qui se sont passés sur une multitude de protocoles ou de bridges ou d'exchanges, ça fait partie des problématiques crypto, et ça fait partie des risques que l'on peut avoir, et c'est pour ça qu'une grande majorité des plateformes sont protégées de cette façon-là, en ayant des fonds pour pouvoir justement absorber ce type de hack. Et ça va renforcer très certainement aussi la sécurité que l'on va avoir. Et c'est une sécurité qui n'est pas liée au protocole, mais liée à l'utilisation humaine, parce que n'oubliez pas, justement, c'est toujours ça le principal risque. Et c'est ce que l'on a expliqué principalement dans le live qu'on a fait sur la communauté privée gratuite, quand on a reçu un des experts de Ledger qui expliquait justement très très bien que le vecteur de hack actuellement, c'est vous. C'est l'utilisation que vous en avez, les liens où vous cliquez, les signatures que vous faites, et ça arrive tout le temps, à tout moment. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de recul et être tout le temps aux aguets de ce côté-là. Si vous voulez revoir ce live et profiter en même temps de la formation et de tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, parce que je prépare un nouveau live pour la fin février où on va revenir sur vraiment tout l'aspect crypto, une forme de masterclass, ce sera dans la communauté privée gratuite. Pour vous inscrire, c'est gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Mais s'il y avait que ça, on aurait pu se dire que ça aurait été juste une chute et on serait reparti au flambant neuf sans aucun problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a le côté macro qui pose souci. Côté macro, on va retrouver des mauvais chiffres jeudi, des mauvais chiffres vendredi, avec l'inscription chômage hebdomadaire qui était en augmentation, donc un petit peu plus de chômage. On va avoir l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui est en baisse, on va avoir les stocks de pétrole qui sont en augmentation, donc ça veut dire un petit peu moins de consommation, mais ça, le marché l'a pas trop pricé pour l'instant, et c'est pas forcément le gros sujet de cette vidéo. Et ensuite, on va avoir les PMI services qui sont en baisse. Très important les PMI services parce que c'est la majeure partie de la puissance de l'économie américaine, basée principalement sur les services, et on voit qu'on a un impact. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on a une vision moyen-court terme des acteurs majeurs au niveau du service qui ne sont pas forcément positifs. On passe en dessous des 50. Et c'est principalement lié aux tarifs, c'est principalement lié à une forme d'incertitude sur la guerre économique, c'est lié aussi à une vision générale de l'économie américaine où on peut dire que on est peut-être dans une forme de bulle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la représentation des Échos définissent qu'on n'est pas dans une bulle identique à celle des années 2000, mais ils nous disent que globalement on est surpricé et que c'est symptomatique d'une bulle. Donc ils nous disent que ce n'est pas une bulle, mais que c'est une bulle quand même. La vision est pour moi un petit peu différente, et c'est une vision qui est beaucoup plus généralisée, que je vais essayer de vous partager simplement là. Alors je risque de faire certainement aussi beaucoup de raccourcis, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça me permettra d'y répondre, certainement dans des stories sur Instagram où je pourrais être sur 1 minute 30 déjà un petit peu plus long et vous donner un maximum d'informations. Il faut comprendre que pour moi, on n'est pas dans une structuration d'une bulle. On est oui sur des survalorisations de sociétés américaines depuis déjà un certain temps. Et c'est l'état général du marché. Certains diront que c'est lié à l'impression monétaire qu'on a pu avoir dans la Covid, dans la crise Covid, et l'impression monétaire qu'on est en train de revoir. Pour voir ça, il suffit de voir ici WM2NS, si vous voulez voir sur TradingView, ou M2 sur la Fed de Saint-Louis, où on voit bien qu'on a eu une explosion monétaire sur la crise du Covid. Ok, on a eu la crise inflationniste,
contraction de cette impression monétaire jusqu'en 2023, et on voit que fin 2023-2024, on est reparti sur une impression monétaire. Impression monétaire qui est cachée, qui est beaucoup moins présente et beaucoup moins visible, mais ça n'empêche qu'on considère que cette impression monétaire qui gonfle ici les chiffres de l'économie américaine, entre autres, et de d'autres économies, mais principalement de l'économie américaine. Sauf que quand on dézoome réellement, et qu'on voit à quel moment on a posé le bottom, à quel endroit ça a été. Je pense que si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, vous savez très bien de quoi je parle. Ici, ça a été l'apparition de ChatGPT, la divulgation, le fait que tout le monde s'est rendu compte de l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Même si l'intelligence artificielle existait depuis très longtemps, ça n'empêche que peu de personnes ont vraiment compris l'impact que ça pouvait avoir. Il n'y avait pas forcément énormément de fonds qui étaient investis. Et ça a changé drastiquement avec une rupture, une compréhension du public de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est devenu palpable, c'est devenu compréhensible, et certes, on a petit à petit cette représentation merveilleuse de l'intelligence artificielle qui est en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on a eu ici une rupture émotionnelle, quelque chose que l'on ne pensait pas exister, ou très très lointain, pour se rendre compte que ça existait et que ça marchait plutôt bien. Et là, ici, cette phase d'accélération, on a de l'injection de liquidité énorme et une course à l'intelligence artificielle, et là, on est en train de se poser la question, depuis un certain temps, est-ce que c'est oui ou non réel? Est-ce que c'est pas une bulle? Parce que petit à petit, on oublie l'utilisation qu'on en a. Certains l'utilisent plus, d'autres l'ont utilisé un petit peu, mais le réutilisent plus, et on n'a pas forcément une compréhension de l'impact que ça peut avoir pour les sociétés, pour l'économie, et pour la suite. Parce que l'effet de mode est un petit peu passé. La compréhension diminue. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'éléments à faire « waouh !» Et pourtant, quand on regarde l'évolution entre fin 2022 et 2025, sur les différents produits d'intelligence artificielle, je peux vous dire qu'il y a une rupture, il y a une avancée qui est juste extraordinaire. Il y a beaucoup d'événements. Et là, on est vraiment dans une notion de pricing de l'évolution future de l'intelligence artificielle. Sur les sociétés qui sont en train de l'implémenter. Pour les sociétés qui sont en train de les développer, oui, mais pas que. Il y a forcément le vendeur de pelles habituel que l'on retrouvera étant Nvidia, celui qui produit les cartes à puces nécessaires pour l'intelligence artificielle. C'est pour l'image de la ruée vers l'or, où tout le monde se dépêchait pour aller essayer de trouver sa pépite d'or, mais pour ça, ils avaient besoin d'une pelle pour pouvoir diguer, pour pouvoir creuser, et celui qui s'est le plus enrichi, forcément, celui qui vendait les pelles. Ok, c'est une chose, mais la réalité, c'est que quand on regarde les évolutions que l'on a, on peut se dire qu'il y a un véritable pricing de l'intelligence artificielle qui est en train de rentrer petit à petit dans les différentes sociétés, dans la tech US, et je pense que c'est la différence entre la représentation que l'on avait dans la bulle de 2000 versus ce qui est en train de se passer. Il y a une notion aussi de rupture technologique réelle qu'on est en train d'avoir. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est surpricé par rapport à la valeur actuelle d'une société? Oui. Mais est-ce qu'on est surpricé par rapport à la valeur future d'une société? Est-ce qu'on peut considérer que l'intégration de l'intelligence artificielle dans des sociétés comme Google, comme Microsoft, Apple, Nvidia, etc., Tesla, sont sous-évaluées? Est-ce qu'on est vraiment dans cette notion de juste je crée un site et je suis valorisé? Non, on est dans quelque chose qui est totalement différent, parce qu'on est dans l'intégration de l'intelligence artificielle, donc de cette révolution, dans des sociétés qui sont déjà hautement profitables. Et c'est là où on est dans quelque chose qui est totalement différent. Et c'est là où, pour moi, il y a une incompréhension générale, et on a un FUD qui va monter petit à petit, jusqu'à ce que les gens se rendent compte que, oui, ce n'est pas une bulle, et on continue à monter, on ne comprend pas pourquoi, ils vont se réveiller peut-être trop tard. Et oui, il y a des moments où on aura une respiration de marché, comme là, ce qui est tout à fait normal, logique, et comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, on risque d'aller retester cette zone-là, ici, les 21 600, les 21 500, voire peut-être même un petit peu plus bas. Quand on regarde ici, on a différentes zones dans les 20 250. Alors oui, ça fait un petit peu plus bas, je suis d'accord avec vous. Ça fera certainement peur. Pareil sur les S&P 500, aller shooter dans les 5 920. Oui, ça fait peur, mais il faut pas oublier que même si on a une pression psychologique en ce moment au niveau de la macroéconomie, de se dire qu'il y a toujours de l'inflation, de se dire qu'il va y avoir une guerre économique, de se dire potentiellement qu'il va y avoir une continuité de la guerre en Ukraine, que potentiellement il va y avoir un Covid bis qui est en train d'arriver en Chine, bref, tout ça pour vous dire que on va avoir beaucoup de peur sur le marché, c'est classique, mais la réalité c'est que
ce sont des peurs qu'on a déjà eues. On a déjà eu une crise inflationniste, on a déjà eu une guerre en Ukraine, on a déjà eu une peur d'une guerre mondiale version 3.0. Bref, on a eu déjà toutes ces peurs-là. Et pourtant, ça revient sur le devant du marché, et peu de personnes comprennent pourquoi le marché continue à monter. Tout simplement parce qu'on a une injection de liquidité qui a lieu. On va avoir une diminution des taux de la Fed, c'est sûr et certain, ça va arriver rapidement, que ce soit le mois prochain ou dans les mois qui arrivent, mais c'est sûr qu'on va avoir une baisse des taux, peut-être même 2, 3 dans l'année, et ça va permettre de faciliter l'injection de liquidité. Et on risque peut-être même de retourner dans une forme de quantitative easing, c'est-à-dire d'injection de liquidité sous forme d'achat d'actions et de titres de la Fed pour pouvoir injecter un maximum de liquidité dans l'économie, chose qui pourrait être facilitée principalement par Donald Trump et la politique qu'il a. Et tout ça pour vous dire que on a cette tension de se dire « Ouais, la macroéconomie, elle est pas bonne, donc forcément, ça a posé problème. » Je vais vous dire, non, la macroéconomie, elle est pas pire que l'année dernière, elle est pas pire que l'année d'avant, elle est pas pire que en 2020. Globalement, la macroéconomie en elle-même, elle est identique. Il y a des vecteurs qui vont changer, mais il faut juste comprendre le sous-jacent. Le sous-jacent, c'est qu'on a une révolution qui est en cours. Petit à petit, les gens perdent la réalisation de ce qu'est cette révolution, qu'elle est différente de ce qu'on a pu connaître. On a toujours la peur de la bulle, on a toujours la peur d'un retracement, c'est une réalité, mais si vous faites de la crypto, le type de retracement qu'on peut avoir sur la macroéconomie, on est capable de pouvoir les accepter, les encaisser, même sur le BTC, et c'est quelque chose que l'on va voir parce qu'on a des bonnes nouvelles au niveau de Bitcoin, on a des bonnes nouvelles au niveau de la crypto-monnaie, et la plus grosse, c'est la fin des poursuites de la SEC sur Coinbase. Ça, c'est vraiment très très important. Quand on regarde le traitement qu'on est en train d'avoir, ne serait-ce que sur le New York Times, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a pas mal de choses qui évoluent de ce côté-là. Encore une fois, je vous rappelle le fond du sujet. Le fond du sujet, c'était Coinbase qui se faisait attaquer par la SEC. Alors, il n'y avait pas que Coinbase, c'était surtout Coinbase, parce que c'est le plus gros acteur aux USA, qui se faisait attaquer parce qu'il possédait des cryptos, et notamment il faisait du stacking. Et des cryptos qui étaient peut-être des securities. Alors que Coinbase avait fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir des validations, savoir si quel était l'état de l'art qu'ils devaient mettre en place pour pouvoir lancer certaines cryptos, pour pouvoir laisser les gens acheter certaines cryptos. Ils n'avaient pas eu de réponse, et en contrepartie, ils avaient eu même derrière un procès. Procès qui est enfin annulé. Et ça, c'est énorme parce que ça permet d'avoir une respiration générale au niveau du marché. Ça y est, on est en train d'éclipser le fait que les cryptos soient des securities. Alors, je pense que c'est pas encore fait, il va falloir patienter, mais on a petit à petit ces éléments-là. On n'a pas quelque chose de fort, vraiment. On n'a pas un élément qui fait une rupture directe comme on a pu avoir avec le lancement de ChatGPT. Ok, mais les éléments sont là petit à petit. Le marché ne le ressent pas tout de suite comme ça. On voit qu'on a eu une clôture weekly sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui ferme vendredi soir, qui est négative, qui reprend en fait la bougie que l'on a là, mais on est toujours dans le range. Un point, c'est tout. On est juste allé retester les 100 000 $, rejeter, et on est dans le range. Si on regarde un petit peu plus, on voit que oui, on est allé chercher la liquidité au-dessus du range, qui est dans le grand range, on a un petit range, on est allé chercher la liquidité. Étrangement, on a eu la nouvelle de ByteDance. Étrangement, on a eu une correction du Nasdaq aussi, qui a accéléré le BTC, la chute, qui a accéléré le mouvement réel au niveau de Bitcoin. Alors qu'on a ici un hack qui s'est fait sur Ethereum, et on a une transposition d'Ethereum vers Bitcoin par Lazarus actuellement. Et on a Bitcoin qui est allé retester la partie basse du range dans le range. Et c'est là où on commence à prendre un petit peu en considération ce qui est en train de se passer. Si je dois vous résumer, si vous avez tenu jusque-là, déjà si vous avez tenu jusque-là, mettez-moi un petit commentaire et posez vos questions parce que ça m'intéresse. Et si vous avez tenu jusque-là, ça veut dire que vous êtes intéressé et ça me fait plaisir. Parce que ce type de vidéo-là, toujours très compliqué d'essayer de simplifier des éléments qui sont parfois un petit peu complexes et de donner un petit peu ma vision. Et quand je vois un petit peu ce qui se passe, je me dis que on est vraiment dans une forme de manipulation. Je le répète régulièrement, la manipulation, en général, c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait, qui manipule quoi, comment. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas une personne, c'est que c'est un ensemble d'acteurs qui réagissent ou non à des émotions, qui sont oui ou non dans des informations. Est-ce que ces informations sont divulguées après que les personnes aient les informations? Là-dessus, c'est toujours très abstrait. On a plusieurs écoles qui disent que tout est dans les graphiques, d'autres qui disent que tout est des réactions liées à des news. Pour moi, c'est un mix de tout ça. Il arrive très fréquemment qu'on ait une corrélation entre des nouvelles et le graphique. Qui a raison entre les deux? Je vais vous dire,
les deux, c'est la représentation. Et oui, il y a des manipulations, que ce soit des manipulations légères, des grosses manipulations, et la réalité, c'est que le marché entier, de base, est manipulé. Et comment je le sais? Tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de trading sur le Forex avant. Et le Forex, c'est hautement manipulé par des gros acteurs qui ont tellement de montants à faire transiter d'une monnaie à une autre que pour faire ces mouvements-là, ils sont obligés de manipuler le marché de façon à pouvoir tenir des zones claires et précises et ne pas avoir une influence trop importante sur le marché. Et c'est là où il faut comprendre que c'est le même principe que quand vous êtes un gros acteur sur une petite crypto-monnaie, je pense que vous l'avez peut-être déjà fait, et c'est le cas, dites-le moi en commentaire aussi, c'est quand vous avez des sommes qui sont assez conséquentes, même sur des toutes petites cryptos, bah vous allez influencer le marché. Et des fois, vous vous retrouvez dans l'obligation de devoir acheter petit à petit. Et ça, c'est valable si vous êtes sur des micro-caps, c'est-à-dire par exemple des meme coins. C'est le même principe. Quand un meme coin est en train de se lancer, qu'il est tout petit, bah, si vous mettez par exemple un sol, vous mettez 3 sols, vous voyez vraiment la grosse différence. Et des fois, vous êtes obligé d'aller acheter petit à petit pour éviter d'influencer le prix. C'est un peu le même principe. Et on peut aller encore plus loin sur des grosses sommes comme Bitcoin, c'est d'aller sur, ici, des manipulations de prix avec des pressions baissières liées à des shorts qui sont faits en futur, et à côté des achats qui sont effectués en spot. On achète et on met à côté un futur opposé. L'avantage, c'est que le cours ne bouge pas, et ça permet de pouvoir construire petit à petit son spot. Ça fait oui une construction, ce qu'on appelle delta neutre, c'est-à-dire que si le marché monte, ils sont gagnants, si le marché baisse, ils sont gagnants. Mais c'est delta neutre, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'acheter sans faire bouger le prix. Et c'est là où on retrouve toute une dynamique, principalement de manipulation. Et ça arrive très fréquemment. Et est-ce qu'on est dans ce cas-là au niveau Bitcoin? Est-ce qu'on est en train de se voiler la face? Est-ce que c'est la fin réellement du bull run, ou est-ce que ce n'est que le début? Et ça, moi, les indications, je les vois principalement liées à l'actualité. L'actualité, on la voit, elle est pro-crypto. Oui, le marché n'est pas en train de réagir, pourtant on a des achats massifs, mais le marché ne réagit pas. Et pourtant, on a une macroéconomie qui est censée être mauvaise, et pourtant on est toujours dans ce range. Donc oui, on n'éclate pas la hausse, mais on n'éclate pas la baisse. On maintient des niveaux clés, qui sont des niveaux de consolidation. Et est-ce que ce serait pas justement la nouvelle représentation qu'on aurait au niveau de ce bull run? Est-ce qu'on serait pas dans une représentation d'avoir une accélération, une consolidation, une accélération, une consolidation? Une nouvelle forme de bull run, une nouvelle forme de bull market, une nouvelle forme de structure de marché, quelque chose que l'on n'a pas connu dans les cycles précédents, mais qui se cale, encore une fois, dans d'autres typologies de cycles, parce que oui, on est toujours lié à la notion de halving, oui, on a toujours une phase haussière, mais on a des phases haussières qui sont parfois un petit peu plus complexes, comme là, avec aussi de nouveaux acteurs qui sont en train de rentrer, parce qu'on ne l'oublie pas, maintenant nous avons 2 moyens d'avoir des nouveaux institutionnels qui rentrent. Ces nouveaux acteurs-là se retrouvent dans les ETF, oui, mais aussi à travers MicroStrategy. MicroStrategy, c'est un proxy, c'est-à-dire que c'est une transposition de Bitcoin sous une forme d'action, et c'est ce qui fait justement que certaines sociétés qui ne peuvent pas acheter d'ETF, par exemple, mais peuvent acheter des actions, bah, achètent MicroStrategy et pas d'ETF. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus complexe qui est en train de se mettre en place. Parce que quelqu'un qui est anti-Bitcoin ou qui se dit que certainement il y a plus de risques au niveau de Bitcoin va ouvrir des positions short, donc vendeuses sur MicroStrategy. Chose qu'il ne pourrait peut-être pas faire sur Bitcoin directement, parce qu'il a trop de volume, parce qu'il n'a pas le droit, parce que ça fait partie des restrictions qu'il a imposées. Alors que MicroStrategy, il le peut, c'est juste une action. Pareil sur les ETF. Certains vont pouvoir rentrer sur des futurs comme le CME, d'autres non. Et c'est là où on a une complexification du marché, alors qu'avant on avait juste une source de rentrée, et tout était traçable. Maintenant, il y a toute une partie qui n'est pas traçable. C'est peut-être aussi la limite du on-chain que l'on peut avoir, parce qu'on ne peut pas forcément voir tout ce qui se passe sur le marché traditionnel, avec notamment MicroStrategy. On ne peut pas voir tout ce qui se passe aussi sur le CME. On a des indicateurs, on a des indices, mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir savoir exactement ce qui se passe? Et ce sera un petit peu le mot de la fin, parce que pour moi, la réalité, c'est qu'on se retrouve dans un cycle qui est plus complexe. Parce qu'on est dans un marché qui est plus complexe. Parce qu'on est dans une macroéconomie générale qui est plus complexe.
Mais quand on prend un petit peu de recul, cette complexité ne veut pas dire que c'est plus difficile, ça veut juste dire que c'est différent. Ça veut juste dire aussi peut-être qu'on a d'autres acteurs qui rentrent avec d'autres règles, et c'est à nous de nous adapter et de comprendre ce qui peut se passer. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur la Alcon Season? Peut-être qu'elle sera légèrement différente ou pas. Mais l'important, c'est de pouvoir réagir et s'adapter. C'est toujours le principe. N'oubliez pas que vos certitudes ne servent qu'à flatter votre ego. La réalité, c'est que le marché s'en fout, et le marché fera ce qu'il souhaite faire. Et c'est à vous de vous adapter, et c'est à vous de déterminer quelle est la meilleure stratégie, si vous avez raison, si vous avez tort, quelles sont les possibilités, et comment vous structurez tout ça. Et l'important, c'est d'être toujours adapté à ce qui peut se passer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question, et toujours remettre en question ce qui est en train de se faire. Ça ne veut pas dire douter, ça veut juste dire être préparé. Et c'est là où il y a une grosse difficulté, avec la frustration que l'on peut avoir liée à un marché qui ne fait pas ce que l'on souhaite qu'il fasse. Mais en même temps, c'est normal, c'est un marché financier.